Tombouctou, Djenné. Rien que les noms, ça fait rêver, hein. Ça évoque tout de suite un passé, oui, riche, un peu mystérieux. Mhm. Les grands empires, le désert, l'or, le sel. Le savoir aussi. Exactement. Des centres intellectuels majeurs. Alors aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est de remonter un peu le temps. Bien avant l'apogée du grand empire Songhai, qu'on connaît peut-être mieux. Oui, on va aller voir les fondations, les toutes premières pierres de ces cités, et puis les dynasties qui étaient là avant. Pour faire ce voyage, on a une sorte de guide, n'est-ce pas? Oui, on a une source principale formidable, le Tarikh al-Soudan. Ça veut dire l'histoire du Soudan, enfin du Bilad al-Soudan, le pays des Noirs, comme on disait. D'accord. C'est une chronique écrite au XVIIe siècle par Abd al-Rahman al-Sadi, un érudit local de Tombouctou même. Et il avait une idée derrière la tête en écrivant ça, hein? Ah oui, tout à fait. Son but, c'était vraiment de sauvegarder l'histoire de sa région. Il parle des rois, des villes, des savants. Il avait l'impression que la jeune génération s'en désintéressait un peu, quoi. Une mission de transmission, en quelque sorte. C'est ça. Donc, on va se concentrer sur les tout premiers chapitres de ce texte, ceux qui parlent justement de ces dynasties plus anciennes et de la naissance des grandes villes, pour comprendre d'où vient cet empire songhaï. Parfait. Alors, commençons par le commencement, si on peut dire. Al-Sadi nous parle d'abord des Zouas. C'est ça, la plus vieille dynastie Songhai selon lui. Exactement, les Ouas. Et là, on plonge direct dans la légende. Ah oui, racontez-nous. Le fondateur s'appellerait Zouwa al-Yaman, un nom qui voudrait dire « celui qui vient du Yémen Du Yémen, carrément. ». Oui, et son arrivée à Koukiya, une ville dont on va reparler, est assez pittoresque. Il arrive avec son frère, tout nu, couvert d'ampoules. C'est une image forte. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais ce lien au Yémen, c'est crédible ou c'est plutôt symbolique? C'est une excellente question. Très probablement symbolique. À l'époque, se revendiquer d'une origine yéménite, c'était se donner du prestige, c'était se rattacher à l'Arabie, au monde islamique influent. Une façon de légitimer son pouvoir, quoi. Voilà, exactement. Une construction pour asseoir l'autorité de cette dynastie fondatrice. D'ailleurs, Al-Sadi lui-même suggère que le nom Zouwa viendrait peut-être d'une déformation de l'arabe Ja'a min al-Yaman. Il est venu du Yémen. Fascinant. Et Koukiya, cette ville où ils arrivent. Al-Sadi dit qu'elle existait même autant de pharaons, encore une façon d'ajouter du prestige. Certainement. Autant de pharaons, c'est sans doute une façon de parler pour dire depuis très très longtemps, hein. Mais oui, ça donne une profondeur historique énorme. Ça ancre le pouvoir songhaï dans un passé immémorial. Et Koukiya semblait bien avoir été un lieu important sur le Niger bien avant ces légendes. Et il se passe quoi à Koukiya quand ses frères arrivent? Il y a cette histoire de poisson démon. Ah oui, ça c'est un passage extraordinaire. Il découvre un culte local très particulier. Un poisson, décrit comme un démon, avec un anneau dans le nez, qui sortait du fleuve et qui dictait en quelque sorte la loi aux gens. Un poisson législateur. En quelque sorte, oui. Et Zouwa al-Yaman, le héros venu d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait? Il tue ce poisson sacré. Une prise de pouvoir assez directe. Brutal, bon, mais très symbolique. Ça illustre parfaitement le choc des cultures, ou plutôt le syncrétisme. D'un côté, les croyances locales, animistes, très ancrées. De l'autre, une nouvelle force qui arrive et qui impose sa marque en éliminant l'ancienne idole. C'est un schéma classique, en fait, dans les récits de fondation ou de conversion. D'accord. Donc les Zouas s'installent, et après eux vient une autre dynastie, les Sunnis. C'est ça, les Sunnis ou Sinini. Et leur histoire d'origine marque aussi une rupture, mais d'une autre nature. C'est-à-dire? Elle commence avec deux frères, encore une fois, Ali Kouloun et Silman Nari. Ils sont de la lignée des Zouanes, mais ils ne sont pas indépendants. Ils vivent sous la domination de l'empire voisin, qui est alors très puissant, l'empire du Mali. Ah, le grand empire du Mali. Exactement. Ces frères vivent à la cour du sultan du Mali, peut-être comme otages, garants de la soumission du pays songhaï, ou comme des administrateurs, des serviteurs importants. Peu importe. L'essentiel, c'est qu'ils vont chercher à s'émanciper. Et comment ils s'y prennent? C'est Ali Kouloun qui est présenté comme le cerveau de l'opération. Il est décrit comme très malin. Pendant des années, il profite de ses missions officielles pour le sultan du Mali pour faire secrètement des repérages. Des repérages? Oui, pour trouver les routes les plus sûres pour retourner au pays songhaï. Et un jour, hop, lui et son frère prennent la fuite. Une véritable évasion! Tout à fait. Ils échappent à ceux qui les poursuivent et réussissent à rentrer chez eux pour établir leur propre pouvoir.
C'est vraiment l'acte fondateur de cette dynastie sunnie. Ça marque une étape clé dans l'indépendance du Songhai par rapport au Mali. Une vraie rupture politique. Et Al-Sadi ajoute un petit détail familial assez étonnant, non? Sur leur mère. Ah oui, c'est vrai. Il précise que leur mère était sœur et qu'elles étaient toutes les deux mariées au même homme. Et il ajoute, c'était avant que les règles de l'islam sur le mariage ne soient bien ancrées. Ça nous donne une petite fenêtre sur les coutumes de l'époque, avant l'islamisation complète. Exactement. C'est un détail précieux. Ça nous rappelle que l'islamisation, ce n'est pas un interrupteur qu'on allume. C'est un processus long, complexe, qui s'adapte, qui se superpose aux coutumes qui existaient avant. Ce genre de détails, ça montre bien cette transition culturelle et religieuse progressive. On voit donc le Songhai émerger petit à petit. D'abord les Zouas, un peu légendaires, puis les Sunnis, plus concrets, qui se libèrent du Mali. Mais cet empire du Mali, il pesait lourd à l'époque. De l'Afrique de l'Ouest, un territoire immense, le contrôle des routes commerciales, des villes clés comme Gao et même Tombouctou pendant un temps. C'est l'époque du fameux pèlerinage de Mansa Moussa, c'est ça? C'est lui qui était richissime. C'est ça, vers 1324-1325. Son voyage à la Mecque a laissé une trace incroyable dans les mémoires, surtout par la quantité d'or qu'il a dépensé. Al-Sadi en parle, bien sûr. Même s'il a l'air de le trouver un peu moins exemplaire, disons, que l'Askia Mohamed, qui est un grand souverain songhai bien plus tardif. Et Mansa Moussa, il a construit des choses? Il a laissé des marques? Oui, Al-Sadi dit qu'il a fait construire des mosquées, notamment à Gao, et aussi un palais à Tombouctou qu'on appelait le Madougou. Un palais malien à Tombouctou? Oui, ça montre bien l'influence directe du Mali sur la ville à ce moment-là. D'ailleurs, petite anecdote climatique, Al-Sadi note que ce palais était construit tellement près du fleuve Niger qu'il a été très abîmé par une grosse inondation en 1603, bien après la fin de l'Empire du Mali, mais ça montre la proximité du fleuve. Fascinant. Ces villes, justement, Djenné et Tombouctou. Commençons par Djenné. C'était quoi son rôle? Djenné, c'était vraiment la plaque tournante, le carrefour commercial par excellence. C'est là que s'échangeaient les produits vitaux, le sel qui venait des mines du Nord, de Tagaza, en plein Sahara. Indispensable, le sel. Absolument. Et l'or qui venait des régions du Sud, comme Bitou. C'est ce commerce nord-sud qui a fait sa fortune. Al-Sadi dit qu'elle a été fondée assez tôt, vers le milieu du 8e siècle, et au départ, elle n'était pas musulmane. D'accord. Donc sa conversion à l'islam a dû être un moment important. Un tournant majeur, oui. Et le récit qu'en fait Al-Sadi est assez spectaculaire. Racontez. Vers la fin du XIIe siècle, le sultan de Djenné, un certain Kunbourou, décide de se convertir à l'islam. Et là, le détail incroyable, c'est qu'Al-Sadi dit qu'il y avait 4200 savants musulmans présents pour l'événement. 4200? C'est énorme. C'est possible. Bon, le chiffre est peut-être symbolique, pour montrer l'importance de l'événement. Mais ça indique quand même que Djenné était déjà, ou est devenu très vite, un centre religieux et intellectuel de premier plan. Ça a attiré du monde. Et ce sultan Kunbourou, après sa conversion, il fait une prière assez spéciale, paraît-il. Ah là oui, cette prière, elle est extraordinaire. Elle en dit tellement sur l'esprit de la ville. Il demande 3 choses à Dieu. Lesquelles? Premièrement, que les étrangers pauvres qui arrivent à Djenné y fassent fortune et s'y placent tellement qu'ils en oublient leur pays d'origine. Malin. Deuxièmement, qu'il y ait toujours plus d'étrangers que de gens du cru à Djenné. Carrément. Une ville cosmopolite par décret divin, en quelque sorte. C'est l'idée. Et troisièmement, et c'est peut-être le plus révélateur, que les marchands étrangers soient obligés de vendre leurs marchandises à bas prix pour que les habitants de Djenné fassent de bonnes affaires. Incroyable. C'est une vision économique ultra pragmatique. Attirer les gens, attirer les marchandises et s'assurer que la richesse reste sur place. Exactement. C'est une charte économique et sociale à elle toute seule, cette prière. Ça montre une ville ouverte, qui mise tout sur son attractivité et sa capacité à capter les flux commerciaux à son avantage. C'est assez cru comme vision, mais très lucide. Passionnant. Et Tombouctou alors? L'autre mythe. Son histoire est différente? Oui, elle est fondée plus tard. Al-Sadi la situe vers 1100. Et son origine est liée aux nomades du désert. Les Touaregs? Oui, des Touaregs, du groupe des Magjarins. Ils auraient installé leur campement près d'un puits qui appartenait à une vieille femme nommée Bouktou, d'où le nom, Tinbouktou, le puits de Bouktou. Donc au départ, c'est juste un point d'eau, un campement. C'est ça, un lieu de passage pour les caravanes qui va petit à petit se développer et devenir une ville. Et elle aussi, elle passe sous contrôle malien, puis Touareg. Précisément, on a vu que le Mali y avait construit le Madougou,
Et puis, vers 1434, au milieu du XVe siècle, les Touaregs, avec un chef nommé Akil Agmalwal, prennent le contrôle de Tombouctou. Ce rôle des nomades du Sahara, Touareg Sanjara, comme on les appelle souvent dans les textes, il est absolument fondamental. Pourquoi? Ce sont eux qui maîtrisent les routes du désert, les routes des caravanes, et ce sont souvent eux qui fondent, ou en tout cas qui protègent et contrôlent ces villes-entrepôts qui sont aux portes du Sahara, comme Tombouctou. Et à Tombouctou aussi, la religion, les figures pieuses, c'est important dès le début. Oui, c'est l'autre point commun essentiel avec Djenné. Al-Sadi insiste beaucoup là-dessus. Il met en avant des personnalités religieuses qui ont marqué les débuts de la ville. Comme qui, par exemple? Il parle notamment de Sidi Yahya al-Tadilizi, un saint homme très respecté qui venait de la région de Tlemcen, sur la côte actuelle de l'Algérie. Le gouverneur de la ville à l'époque, un certain Mohamed Nalla, avait une grande vénération pour lui. Et il lui a construit une mosquée, c'est ça? Exactement. C'est devenu la célèbre mosquée Sidi Yahya qui existe toujours. Et il y a une histoire assez touchante entre deux, liée à un rêve. Oui, une anecdote qui montre bien cette proximité entre le politique et le spirituel, et aussi la mentalité de l'époque. Peu avant leur mort, le gouverneur Mohamed Abnallah fait un rêve. Il voit la lune se coucher juste après le soleil. Symbolique? Très intrigué, il va voir Sidi Yahya pour lui demander ce que ça signifie. Et le saint homme lui révèle que ce rêve annonce sa propre mort, à lui, Sidi Yahya est le soleil dans le rêve, et qu'elle sera suivie de très près par la mort du gouverneur la lune. Ah oui. Le gouverneur est triste, mais pas par peur de mourir, dit El-Sadi, plutôt parce qu'il s'inquiète pour ses enfants qui sont encore jeunes. Sidi Yahya le rassure, lui dit de les confier à Dieu. Et effectivement, peu après, Sidi Yahya meurt et Mohamed Anala décède à son tour très vite. Il sera enterré à côté du saint, dans la mosquée qu'il avait fait construire pour lui. C'est une belle histoire de dévotion et de connexion spirituelle forte. Et ça montre aussi l'importance des rêves, des présages. Tout à fait. La croyance en la prédestination était très présente. Revenons un instant à Djenné. On a parlé de sa fondation, de sa conversion, mais sa réputation de ville savante, elle date aussi de cette période ancienne. Absolument. Al-Sadi nous donne des exemples qui montrent que dès le XVe siècle, et sans doute même avant, Djenné est un foyer intellectuel et spirituel très actif. C'est déjà une ville qui attire les érudits, les hommes pieux. Il donne des noms, alors? Oui, par exemple, il parle d'un certain Mori Maga Kankwa, un savant du milieu du XVe siècle. Son dévouement à l'enseignement était, paraît-il, incroyable. C'est-à-dire? Al-Sadi raconte qu'il enseignait quasiment jour et nuit. Il allait à la grande mosquée au milieu de la nuit pour commencer ses cours. Ses étudiants restaient avec lui jusqu'à l'aube. Il reprenait après la prière du matin jusqu'à midi, puis encore l'après-midi. Une vie entièrement consacrée à transmettre le savoir. Impressionnant. Ça montre le prestige de l'érudition. Énorme prestige. Et le rôle central de la mosquée, pas seulement comme lieu de prière, mais aussi comme université, en quelque sorte. Et il y a aussi l'histoire d'un autre personnage, Fodiji Mohamed Fodiji Sanou al-Wangari, un saint homme cette fois. Oui, Fodiji Sanou. Il appartenait au groupe des Wangara. C'étaient des commerçants et des lettrés d'origine mandingue, très importants dans la diffusion de l'islam et du commerce. Fodiji avait dû fuir son pays, Bitou, à cause de troubles politiques. Et il lui arrive quelque chose d'étonnant en chemin. Oui, l'anecdote la plus célèbre le concernant. Alors qu'il est en route vers Djenné, il s'arrête pour faire sa prière. Il pose son manteau à côté de lui, un voleur arrive et essaye de lui prendre le manteau discrètement. Et Fodiji? Fodiji ne bouge pas. Il continue sa prière. Il se contente juste de déplacer un peu ses pieds pour laisser le voleur tirer sur le tissu. Le voleur est complètement déstabilisé par ce calme incroyable. Il prend peur, il interprète ça comme un signe de sainteté. Il repose le manteau, demande pardon et se convertit sur le champ. C'est ce qu'on appelle la baraka, cette puissance spirituelle. C'est exactement ça. L'histoire illustre parfaitement cette croyance en la baraka des saints, des aoulias, les amis de Dieu. Une sorte de charisme sacré qui les protège ou leur donne des pouvoirs. Et ce Fodiji, il avait des rapports particuliers avec le pouvoir, avec le sultan Kumburu. Oui, c'est très intéressant. Le sultan Kumburu, celui de la prière pragmatique, lui vouait un immense respect. Il a même fait détruire un ancien lieu de culte païen pour construire une maison pour Fodiji à cet endroit, comme pour purifier le lieu. Un grand honneur. Énorme. Et pourtant, Fodiji refusait d'aller à la cour, de se mêler des affaires du sultan. Il gardait ses distances.
Ah, ça suggère une certaine indépendance du spirituel par rapport au politique, même quand le politique le vénère. Tout à fait. Ça montre que certains chefs religieux tenaient à garder leur autonomie, peut-être pour ne pas compromettre leur autorité morale ou juste pour se consacrer à leur vie spirituelle. C'est une dynamique qu'on retrouve souvent. On a beaucoup parlé des Touaregs, notamment comme fondateurs de Tombouctou. Al-Sadi les appelle souvent Sandja. On peut clarifier un peu qui sont ces groupes? C'est parfois un peu confus. Oui, c'est vrai que les noms peuvent être un peu flottants. Sanhaja, c'est le nom d'une très grande confédération de tribus berbères, majoritairement nomades, qui dominaient le Sahara occidental au Moyen Âge. Les groupes qu'on appelle aujourd'hui Touaregs, ceux qui parlent tamashek, étaient souvent considérés comme faisant partie de cet ensemble Sanhaja dans les textes arabes de l'époque. D'accord? Et Al-Sadi, comme d'autres, rapportent aussi pour eux des légendes d'origine qui les rattachent, devinez-vous, Au Yémen? encore, via le royaume de Himyar, un royaume pré-islamique du Yémen. Toujours cette quête de légitimité par une origine prestigieuse. Et historiquement, ce nom de Sanhaja, pourquoi est-il si connu? Parce qu'une partie de ces nomades Sanhaja a été à l'origine d'un mouvement historique absolument majeur, l'Empire almoravide, XIe siècle. Ah oui, les Almoravides. Exactement. Des chefs comme Yahya bin Ibrahim, le fameux prédicateur Abdallah bin Yassine et surtout les émirs Abou Bakr bin Oumar et Youssouf bin Tashfin, celui qui a fondé Marrakech. C'étaient tous des Sanhaja du désert. Leur empire a couvert une partie du Maghreb et de l'Espagne musulmane. Donc les événements liés aux Almoravides, leurs conquêtes, leurs déplacements, ça a pu influencer les groupes qui se sont retrouvés plus au sud, vers Tombouctou. C'est très probable, oui. Les conquêtes, les luttes internes au mouvement almoravide, tout ça a forcément provoqué des mouvements de population dans le Sahara. D'ailleurs, Al-Sadi mentionne Abou Bakr ibn Omar, un des chefs almoravides. Il dit qu'il a fondé Marrakech, puis qu'il est retourné dans le désert et qu'il a combattu d'autres groupes. Donc, même si Al-Sadi ne fait pas toujours des liens très précis, ce contexte almoravide, c'est un peu la toile de fond historique de l'époque où Tombouctou émerge et où les Sanhaja Touaregs affirment leur puissance dans la région. Ce qui ressort de tout ça, finalement, c'est une image très dynamique, complexe de ses origines. On n'a pas une fondation unique et simple. Pas du tout. On a des villes qui apparaissent sur plusieurs siècles, Koukia, Djenné, Tombouctou. Des dynasties qui naissent dans la légende, comme les Ouas, puis qui s'affirment politiquement, comme les Sunnis, en se détachant du Mali. Mhm. On a l'ombre portée de cet empire du Mali, le rôle absolument clé des nomades du Sahara, et puis, dès le début, l'importance capitale du commerce et de la religion. C'est une excellente synthèse. Ces premiers chapitres du Tariq al-Soudan, ils nous ouvrent vraiment une fenêtre sur cette période fondatrice. On voit comment ces villes deviennent des centres névralgiques, comment le pouvoir songhai émerge. Et on voit déjà les deux piliers qui feront la puissance de la région. Le commerce transsaharien, qui apporte la richesse, et l'islam, avec ses savants, ses saints, qui structurent la société, qui légitiment le pouvoir. C'est une histoire faite de migration, de conflits, d'échanges. Oui, une histoire très riche, où Al-Sadi mélange d'ailleurs les faits rapportés et les légendes transmises, sans toujours faire une distinction très nette pour nous, lecteurs modernes. Ça nous amène peut-être à une dernière question pour nos auditeurs. Comment est-ce que ces récits des origines, qui sont pleins de mythes, de héros, d'événements un peu miraculeux ou très symboliques, comment est-ce qu'ils nous aident à comprendre la grandeur future de ces empires? C'est une question essentielle. Quelle est la part de reconstruction historique, finalement, dans une chronique comme celle-là, écrite bien après les faits? Comment on fait, nous, aujourd'hui, pour essayer de démêler l'histoire factuelle, de la mémoire collective, du récit qui veut aussi enseigner ou édifier? Pour approcher cet héritage qui est si complexe. C'est une belle invitation à la réflexion. Oui, une réflexion sur la façon dont on raconte l'histoire, dont chaque société construit son propre passé.